Et la deuxième question que je m'étais posée, qui était une question plus personnelle et plus difficile, c'était est-ce que j'ai envie de faire de la politique? Et ça, si on pose la question aux gens, je suppose que 95% des gens, si ce n'est 99%, vont dire non, c'est un monde horrible, c'est un monde de brutes, c'est un monde violent, c'est un monde sexiste. Et 2 ans et demi après, je vous dis que c'est même pire que ce que j'avais imaginé. Et pourtant, j'ai aucun regret. Pourquoi j'ai aucun regret? Parce que, en fait, si tous les dégoûtés de la politique s'en vont, à la fin, il ne reste plus que les dégoûtants. Bonjour Manon. Salut. Bienvenue chez Blonde. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je suis Manon Aubry, je suis députée européenne de la France Insoumise depuis 2019. J'ai été élue pour la première fois et également coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et avant, je travaillais dans le secteur associatif. Mon dernier poste, notamment, était chez Oxfam, où j'étais porte-parole sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités. Et j'ai appris aussi que tu étais une amatrice de water-polo. Je joue en effet au water-polo en club. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion, c'est le meilleur sport du monde. Et on a, l'année des élections européennes, on a remporté le championnat régional. Depuis, le Covid a un peu perturbé à la fois l'équipe et le championnat, mais j'espère que cette année, on pourra réussir, j'espère, au moins à la remporter. Alors, est-ce que tu sais déjà à peu près, enfin, c'était en campagne depuis un petit moment pour la France Insoumise et la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Quel rôle, toi, tu joues exactement dans cette campagne? D'abord, cette campagne, c'est avant tout une campagne d'un collectif. En 2017, j'étais pas là pour la dernière campagne présidentielle, donc j'ai un point de comparaison intéressant, parce que j'étais une électrice lambda en 2017. Et je me souviens qu'en 2017, on disait à Jean-Luc Mélenchon qu'il était seul, qu'il était isolé, finalement que ce serait le pouvoir d'un seul homme, ce qui est un peu paradoxal quand nous on prône un changement institutionnel pour qu'il y ait un exercice du pouvoir collectif avec la 6ème République, et c'est précisément ce qu'on essaie de proposer pour cette élection, de le mettre en pratique, parce que aujourd'hui, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, en fait, on a une quinzaine de porte-parole qui sont les élus, les députés qui ont fait leurs preuves depuis des années, qui se sont battus à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Et donc, nous toutes et nous tous, déjà, nous nous déployons sur le territoire. On organise des meetings. On est, je crois, la seule formation politique, j'étais à Lyon vendredi dernier, à organiser des meetings sans la présence du candidat, donc sans Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, et à réunir des centaines de personnes. En l'occurrence, à Lyon, on a dû refuser des dizaines de personnes qui n'ont pas pu entrer dans la salle parce que la salle était trop petite. Ensuite, après, plus spécifiquement sur le fond, sur le contenu de la campagne. Moi, je m'occupe à la fois des questions économiques, c'est normal, c'est mon background, comme on dirait, donc notamment lutte contre l'évasion fiscale, faire en sorte que on rétablisse un peu de justice fiscale dans notre pays. Quand on a eu un président des riches pendant 5 ans, c'est une priorité particulièrement importante. Et puis aussi, je m'occupe des questions européennes. Et on va sortir le 17 janvier prochain, donc dans quelques jours, tout juste une semaine, notre stratégie sur les questions européennes qui sera, je pense, assez innovante, parce que l'objectif, c'est de mettre en adéquation notre programme, l'avenir en commun, toutes ces propositions, et les verrous européens. Justement, sur les questions européennes, en 2017, il y avait déjà cette logique de plan A, plan B. Le plan A, c'était, en tout cas, le slogan, et ce qui avait été dit notamment, c'est l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Aujourd'hui, le discours est plutôt de dire, si on ne peut pas changer les traités, on pratique l'opt-out, c'est-à-dire une option de retrait dans un domaine particulier du champ de compétences de l'Union européenne. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans ? Est-ce que c'est l'expérience notamment du Brexit qui fait qu'il y a eu un changement de doctrine au niveau de l'Union européenne ? La logique, elle n'a pas foncièrement évolué. Elle reste la même. C'est de dire, quoi qu'il en coûte, pour reprendre le fameux quoi qu'il en coûte présidentiel, on appliquera notre programme. Donc, on ne va pas vous mentir. On ne va pas renoncer comme l'a fait François Hollande, qui a dit « mon ennemi, c'était la finance », puis finalement, c'était son meilleur pote, quoi. Et on va faire en sorte que, quoi qu'il advienne, on soit en capacité d'appliquer notre programme. Et comment on va le faire ? C'est avec une stratégie qui est double. Un, c'est de créer du rapport de force au niveau européen pour être en capacité d'obtenir des exceptions ou d'appliquer quand même notre programme. On le fait de plusieurs manières. Sur les accords de libre-échange, il faut l'unanimité des États membres. Il suffit que la France dise non. Il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, par exemple, qui est en train d'être négocié. C'est aussi créer du rapport de force en faisant un chantage au budget,
en disant, bah voilà, on est contributeur excédentaire, il n'y a pas de problème pour contribuer à l'Union européenne, par contre, ça ne se fait pas contre la volonté des Français. Donc, si les Français nous ont élus et ont voté pour la renationalisation du fret, pour reprendre cet exemple, pour la renationalisation du secteur de l'énergie, eh bien, on le fera quand même, quitte à ne pas respecter les règles européennes. Et donc, c'est le deuxième volet, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, en fait, elle se pratique déjà très largement au niveau européen. C'est le cas même d'Emmanuel Macron. Il ne respecte pas les normes de pollution de l'air. La Hongrie, la Pologne ne respectent pas l'état de droit. Vous pensez qu'on va nous pointer du doigt parce que nous, on veut mettre en œuvre un programme qui est écologique et social, qui ne respectera pas la sacro-sainte concurrence au niveau européen ou qui pointe du doigt les paradis fiscaux européens, pendant que l'Union européenne ne dit rien à des États comme la Hongrie et la Pologne qui saccagent les droits fondamentaux, la Pologne qui vient d'interdire le droit à l'avortement. La différence, c'est que nous, on le fait, je pense, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire le progrès social et écologique, et on le fait avec une légitimité aussi populaire. Et la dernière chose qui résume un petit peu notre stratégie, c'est dans le cadre du travail qu'on va faire et de la refonte institutionnelle, donc du changement des textes de la Constitution, notre objectif est d'inclure une clause de non-régression sociale et écologique. Le principe, il est assez simple. Évidemment qu'on est pour appliquer le droit européen, mais pas s'il inclut un retour en arrière sur nos droits, et notamment sur nos droits sociaux. Alors aujourd'hui, on a politiquement une Union européenne assez marquée à droite, en dehors effectivement des gouvernements espagnols, portugais ou des pays scandinaves. On a soit des pays, on va dire, libéraux, soit très marqués à droite, avec une droite nationaliste en Pologne et en Hongrie, on l'a évoqué. Politiquement, pour la France insoumise, ça va être compliqué de trouver des alliés au sein de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon propose également un retrait de l'OTAN, donc au niveau de la politique internationale notamment. Vers qui on se tourne? Est-ce que c'est la Chine et la Russie, qui ne sont pas non plus des exemples de ce qu'on peut faire de mieux en termes de respect des droits fondamentaux? D'abord, il faut dire que la politique internationale et la politique étrangère de manière générale n'est pas une compétence de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une seule voix unique qui représente l'ensemble des 27 États membres. Et pour cause, en fait, que vous soyez la France, la Pologne, la Hongrie, l'Italie ou la Suède, tout le monde peut comprendre que l'histoire, les intérêts géopolitiques, etc. peuvent être différents. Ça n'empêche pas qu'on peut essayer de se coordonner au maximum. Donc déjà, je pense qu'il faut être assez tranquille sur le sujet. C'est quasiment un faux débat et un non-débat de ce point de vue-là. Vous parlez de l'OTAN, tous les États membres de l'Union européenne ne sont pas membres de l'OTAN. L'OTAN qui est cette coopération militaire qui date d'un autre temps, qui a été créée au moment de la guerre froide. La guerre froide, elle s'est terminée au moment où je suis née. Donc pour les gens de ma génération, c'est des trucs qu'on apprend dans les bouquins d'histoire, mais qui n'a aujourd'hui aucun sens. L'OTAN a été créée pour répondre au pacte de Varsovie, qui était à l'époque mené par l'URSS. Il n'y a plus d'URSS, je pense que l'OTAN n'a aucun sens. L'OTAN, c'est l'alliance qui fait que quand on a des va-t-en-guerre qui partent faire la guerre en Afghanistan, parce que dans les textes de l'OTAN, il est écrit qu'on doit être solidaire militairement, et ben on va tous mener la guerre. Pour quel résultat? 20 ans plus tard, on a bien vu le désastre qui a été créé en Afghanistan. Donc, je pense que non seulement on peut avoir la liberté de quitter l'OTAN, avoir la liberté aussi de ne pas s'inscrire dans l'Europe de la défense telle qu'elle est construite à l'heure actuelle, que nous ne serons pas les seuls au niveau européen. Et pour finir sur votre question sur la Russie et la Chine et les autres États, nous, si vous voulez, on est dans une logique de désescalade. Quand je siège au Parlement européen, il n'y a quasiment pas une session plénière où on ne vote pas un texte pour faire monter en fait le niveau de tension avec les autres États, et en particulier la Russie et la Chine. Évidemment qu'il y a des violations des droits de l'homme en Russie comme en Chine, qui sont absolument intolérables et qu'il faut dénoncer. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de faire monter les tensions et d'arriver à une nouvelle forme de conflit mondial? Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut apprendre de l'histoire, et c'est la politique et la stratégie qui est la nôtre en matière internationale, et je suis convaincue qu'on ne sera pas les seuls au niveau européen. Alors les tensions qu'on observe depuis quelques mois maintenant à la frontière entre la Russie et l'Ukraine notamment,
donne à voir les dissensions qu'il peut avoir, notamment dans la gauche, on va en parler après, et notamment entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et Yannick Jadot a notamment déclaré tout ce qui est anti-américain, c'est bien pour Mélenchon. Quel est le regard vraiment pour essayer de peut-être comprendre quelle est la position exacte sur le conflit qui est en train de se jouer à la frontière ukrainienne? Et est-ce qu'on peut vraiment qualifier les positions diplomatiques de Jean-Luc Mélenchon d'anti-atlantistes ou d'anti-américaines? Ça va peut-être vous surprendre, mais en fait, la meilleure manière de résumer la position politique en matière de politique étrangère de Jean-Luc Mélenchon, c'est quasiment du De Gaulle, en fait. C'est l'indépendance de la France. Ça veut dire pas d'alignement avec les États-Unis, pas d'alignement non plus avec la Russie. Et je crois qu'on ne peut pas être clair. Et s'agissant du conflit à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, c'est la même logique de désescalade qui doit être suivie. Vous avez notamment marqué les esprits lors de le 8 mars 2020, la Journée internationale du droit des femmes, en arborant une tenue de Rosie la rifteuse au sein du Parlement. Le 25 novembre 2020, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, vous avez déroulé dans l'hémicycle une banderole recensant les victimes de féminicide au cours de l'année 2020. Est-ce que vous estimez que ce combat est vraiment, qui était posé comme le grand combat du quinquennat et la grande défaite du quinquennat, et concrètement, que faut-il faire? Dans le programme L'Avenir en commun, on peut lire notamment « Adopter une loi contre le sexisme et les violences pour imposer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les institutions ». Concrètement, on fait quoi? D'abord, revenons sur ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Clairement, ça a été annoncé comme la grande cause du quinquennat, c'est devenu le grand oubli, le grand blabla, à l'image peut-être de ce que fait de pire Emmanuel Macron. Je retiendrai quand même de ce quinquennat à la fois la question climatique et la question de la lutte contre les violences faites aux femmes comme les 2 grands renoncements. Sur les violences faites aux femmes, on a terminé l'année 2021, je crois, avec 122 féminicides, si ma mémoire est bonne. 132 féminicides, soit plus que l'année précédente. Donc nous sommes clairement en recul. Pourquoi nous sommes en recul? Parce qu'aujourd'hui, dans toute la chaîne de protection des femmes, il y a des défaillances. Du premier maillon, c'est-à-dire du dépôt de plainte, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux est monté ce hashtag double peine, et tous ces témoignages qui sont partis du commissariat de Montpellier, de femmes qui témoignaient, qui venaient porter plainte pour viol. Les questions qu'on leur posait étaient « Qu'est-ce que vous portiez comme habit? Est-ce que vous avez joui ?» Pardon? Une femme, en France, en 2021, en l'occurrence c'était en 2021, victime de viol, on lui demande si elle a joui. Et donc ça montre toute la défaillance de notre système, en l'occurrence ici policier, de la nécessaire formation, du nécessaire accompagnement. Et puis ça va tout au long de la chaîne jusqu'à l'échelon judiciaire. Dans le cas des féminicides, des femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, 60% d'entre elles avaient déjà porté plainte pour violence. Ce qui veut dire que l'État savait, l'État à travers son système policier et judiciaire savait, et n'a rien fait pour protéger ces femmes. Dans le cas des femmes qui sont aussi mortes sous le coup de leur conjoint, 40% d'entre elles n'ont pas obtenu de place d'hébergement. C'est-à-dire qu'elles sont en danger, qu'on sait qu'elles sont en danger, et on les laisse sous le même toit que leurs potentiels bourreaux. Donc je pense qu'il y a une responsabilité majeure qui est portée par ce gouvernement, par cet État, dans les coups qui ont été adressés et ces féminicides. Évidemment, les féminicides, c'est la version la plus extrême et la plus terrible des violences sexistes et sexuelles. Mais ce que j'avais essayé d'expliquer, et je vous renvoie vers mon intervention que j'avais faite pour la journée contre les violences faites aux femmes, parce que justement, j'avais beaucoup réfléchi à comment on donne à voir ce continuum de violence. En fait, ça va dans la rue, et toutes les femmes qui nous regardent, je sais qu'elles l'ont en tête. Il n'y a pas un jour, quand on est une femme et qu'on se promène dans la rue, sans se prendre une remarque. Donc ça va de la petite remarque sexiste jusqu'au viol et jusqu'au féminicide. Tout ça, c'est le résultat d'une société qui tolère, organise, une société patriarcale qui organise le sexisme et les violences sexistes et sexuelles. Alors comment on fait? J'ai envie de dire, prenons exemple là où ça a marché. Et en tant que députée européenne, je le vois particulièrement ce qui se passe dans les autres pays, en l'occurrence en Espagne. En Espagne, ça a été véritablement une grande cause. Qu'ont-ils fait? Ils ont mis des moyens sur la table. On va pas se mentir, lutter contre les violences faites aux femmes, ça nécessite d'en faire une priorité politique, pas juste des paroles, et de mettre des moyens sur la table. Des moyens sur la table pour former les policiers,
l'appareil judiciaire, pour avoir davantage de moyens pour que les décisions soient aussi rendues plus rapidement, parce que là, il s'agit de survie de femmes, des moyens aussi pour avoir des places d'hébergement pour les associations. Bref, les associations féministes ont chiffré ça à 1 milliard d'euros. Et je me souviens, une fois, j'étais sur un plateau télé, j'avais Jean-Marie Le Guen en face de moi. Bon, plus personne ne doit le connaître, mais c'était un ancien député socialiste qui s'est rallié à Emmanuel Macron. Il disait « Vous dites n'importe quoi, 1 milliard d'euros, ça sort de nulle part ». Alors déjà, 1 milliard d'euros, non, en fait, c'est justement ce qui a été chiffré par les associations. Et qu'est-ce que c'est 1 milliard d'euros par rapport aux 3 milliards d'euros qu'a coûté la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune? Donc on a fait un cadeau de 3 milliards d'euros aux plus riches. Et ça, il n'y a pas de problème, on sort le carnet de chèques. Allez-y, 3 milliards d'euros, mais on ne veut pas mettre 1 milliard d'euros sur la table pour sauver la vie de 131 femmes, pour changer le continuum de violence que nous, femmes, nous subissons du matin au soir. Et moi, il y a un truc qui m'échappe. Soit Emmanuel Macron est d'un cynisme absolu, soit n'a rien compris à la cause féministe aujourd'hui. Et pour revenir à ce que nous proposons, la première des propositions fondamentales, c'est bien ce milliard d'euros que nous voulons mettre sur la table et qui réorganise complètement notre appareil de lutte contre les violences faites aux femmes. Et croyez-moi qu'avec nous, ça en sera une véritable priorité. Alors, dans l'actualité politique des derniers jours à gauche, il y a Christiane Taubira qui a dit qu'elle se prêterait au jeu de la primaire populaire. Il y a Anne Hidalgo qui a fait le constat que la primaire n'aurait pas lieu, mais du coup, elle semble continuer quand même sa campagne au Parti socialiste. Alors, tu as un petit format d'émission où tu fais des petits récaps d'actu qui s'appelle L'Aubry qui court. Et dans le dernier de l'année 2021, tu disais notamment que Christiane Taubira est plutôt un symptôme qu'une solution, notamment un symptôme de cet éclatement de la gauche. La question que moi je me pose même en tant qu'électeur de gauche, c'est est-ce que tu ne penses pas que la figure de Jean-Luc Mélenchon cristallise en fait beaucoup de tensions dans la capacité de ses égos à se réconcilier à gauche? Et autre question, est-ce qu'on peut gagner, est-ce que la France insoumise peut gagner sans le soutien de Yannick Jadot et d'Hidalgo? Alors d'abord un mot sur Christiane Taubira. Je pense qu'on a tous beaucoup de respect pour la femme de lettres qu'elle est. On a tous en mémoire, surtout la jeune génération, ce qu'on a connu d'elle, c'est le quinquennat Hollande et ses discours enflammés à l'Assemblée nationale en faveur du mariage pour tous, qui est une mesure qui réunit toute la gauche. Très bien, dont acte. Mais Christiane Taubira est celle qui est restée au gouvernement au moment du CICE et des pires crédits d'impôt, de la loi travail qui a détruit les droits des travailleurs, notamment en inversant la hiérarchie des normes, qui était là aussi au moment où François Hollande a fait la déchéance de nationalité. Christiane Taubira est celle qui a voté la confiance à Balladur. Bref, en fait, Christiane Taubira, derrière des paroles qu'on peut apprécier, c'est quoi son projet politique ? C'est celui de François Hollande? Alors, si c'est celui de François Hollande, moi, j'en veux pas. Et je pense que les Français n'en veulent pas au vu de la popularité de François Hollande à la fin de son quinquennat et au vu du mal qu'il a fait à notre camp politique et à la gauche. Et sans compter que, j'ai du mal à comprendre si elle est investie par la primaire populaire, c'est quoi le résultat? Une candidature de plus alors qu'elle veut rassembler. Quant à Anne Hidalgo, je pense que c'est même pas la peine de commenter puisque plus personne ne comprend rien à sa stratégie. Maintenant, pour répondre à la question, le cœur de la question, c'est comment on fait pour gagner. Et ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et il faut avoir une stratégie. Moi, je vais dire laquelle est la nôtre. Chacun se fera une idée si c'est la plus convaincante ou pas. Notre stratégie, c'est de dire que on ne gagnera pas l'élection présidentielle quand vous avez un programme de rupture et de transformation de la société sans la mobilisation des classes populaires. C'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez limiter les écarts de salaire de 1 à 20 au sein des entreprises, quand vous voulez plus de progressivité fiscale et du coup que les plus riches payent davantage d'impôts, que les plus pauvres en payent moins. Je le dis, tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois paieront moins d'impôts avec nous. Donc ça fait quand même une grande partie de la population. Mais donc, c'est pas vrai de penser que quand vos propositions sont celles-là, entre autres, notamment du partage des richesses, vous gagnez l'élection sans la mobilisation de ceux à qui ça profiterait le plus, à savoir les classes populaires. Donc la question qui doit être posée, c'est comment on mobilise les classes populaires. Il se vérifie dans tous les sondages, au fur et à mesure que la participation progresse, le score de Jean-Luc Mélenchon progresse. Dans les différents instituts, vous avez différentes méthodologies.
certains instituts qui prennent uniquement ceux qui sont sûrs d'aller voter à 10 sur 10, ce qui à 4 mois des élections fait guère que 50 à 60% des électeurs. Et d'autres instituts prennent ceux qui sont sûrs à partir de 7 sur 10 ou 8 sur 10. Et là, vous montez à des taux de participation qu'on a plus l'habitude pour les élections présidentielles, autour de 75%. Et dans ces sondages, Jean-Luc Mélenchon fait de meilleurs résultats. Donc comment on fait pour mobiliser les classes populaires? Je pense qu'on le fait d'abord avec de la clarté. On le fait avec de la clarté, de la lisibilité sur les propositions, sur le message qu'on veut faire passer. Et là, j'arrive à l'autre partie de la réponse. Dans quelle mesure Jean-Luc Mélenchon est un obstacle ou un atout? Eh bien, pour cet objectif précis, je pense qu'il est un atout. Et je peux vous dire de mon expérience, quand on va faire du porte-à-porte dans les quartiers populaires, en général, et faisons un test sous cette vidéo. Non, mais à la rigueur, là, c'est des gens un peu plus politisés, peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo, mais il y avait plein de gens, Hidalgo, Jadot, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, ça leur parle pas. Mais je suis humble, même la France Insoumise, ça leur parle pas. Et aujourd'hui, le match, c'est Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Zemmour s'est un petit peu invité dans ce match. Et d'ailleurs, parfois, et c'est intéressant, ça contribue aussi à mobiliser des gens qui se sentent insultés par Zemmour et qui se disent « Bon, allez, maintenant ça suffit, je vais pas le laisser passer ». Et donc, oui, Jean-Luc Mélenchon, dans ce cadre, est un atout. Est un atout parce qu'il est celui qui est le plus à même de cette clarté, de cette lisibilité, d'une part, et son parcours en atteste, et d'autre part, de mobiliser les classes populaires. Alors, deux dernières questions rapidement. On vient d'évoquer Éric Zemmour et il y a dans les débats actuels, il y a les fameux courses au parrainage et il a fait pas mal de déclarations sur sa difficulté à rassembler des promesses de parrainage qui ne sont pas encore des parrainages à part entière. Le fait de rendre les parrainages des élus locaux ou des élus en général publics à jouer en défaveur des candidatures, notamment, on dit celle d'Éric Zemmour, mais dans une certaine mesure celle de Jean-Luc Mélenchon aussi. Est-ce que vous trouveriez ça démocratiquement regrettable qu'un personnage comme Éric Zemmour, qui aujourd'hui, quoi qu'en disent les sondages, est entre 10 et 15%, ne puisse pas se présenter faute de parrainage à l'élection présidentielle? Éric Zemmour, moi j'ai envie de le combattre sur le terrain électoral. Donc j'ai envie de le combattre idée contre idée. Donc évidemment qu'il faut que tous les candidats qui ont une assise populaire puissent se présenter, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avions fait la proposition d'un parrainage citoyen, avec 150 000 parrainages citoyens, qu'un candidat puisse se présenter, tel qu'il soit. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, quand il a proposé sa candidature, il l'a fait à la condition d'atteindre ces 150 000. Aujourd'hui, il en est à près de 280 000. La preuve qu'il y a une demande et une attente citoyenne. Et c'est vrai que dans notre cas, ce serait quand même incroyable qu'un candidat qui a fait 19% des voix à la dernière élection présidentielle, qui a fait plus de 7 millions de voix, soit pas capable de se présenter à cause du verrou des parrainages. Alors, dans notre cas, j'espère qu'on devrait y arriver. On en est à près de 400 aujourd'hui, donc il nous en manque une petite centaine. Mais pour moi, la question qui est posée derrière, c'est de nouveau un problème lié à la Ve République, tout autour d'un seul homme, et cette forme de parrainage qui est absolument antidémocratique à mon sens. Et d'ailleurs, je regrette que l'ensemble des forces politiques aient refusé notre proposition de loi qui a été étudiée il y a un an, qui visait justement à proposer un parrainage citoyen de 250 000. On pourrait même imaginer, c'était notre proposition, que ce soit une alternative. Si vous voulez faire 500 parrainages d'élus, c'est une possibilité. L'autre possibilité est 150 000 citoyens. Je pense que le Parti Socialiste continuera à faire ses 500 parrainages d'élus avec ces petits élus locaux qui fait que le Parti Socialiste survit. Nous, on se tournera du côté des gens et du peuple et je pense que les 150 000 ne seront absolument pas un problème pour nous au vu du nombre de signatures qu'a déjà récolté Jean-Luc Mélenchon. Alors, dernière question plus personnelle maintenant. Donc, dans le dernier quinquennat, ou en tout cas à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, on a vu pas mal de nouvelles figures politiques au sein de la France insoumise. Je pense à Adrien Quatennens, Daniel Obono, mais tu en fais partie également. Est-ce que cette quasiment mi-mandat à échelon européen, en fait on y est même au mi-mandat, te donne envie de continuer en politique? Est-ce que tu as le sentiment que tu avais un pouvoir d'agir plus important quand tu étais du côté du militantisme plutôt citoyen ou associatif? Et si la poursuite en politique, est-ce que ce sera toujours à l'échelon européen ou est-ce que ça te donne envie d'agir plus à l'échelon local aujourd'hui?
Ça revient à une question que je me suis beaucoup posée et qui était la question centrale au moment où j'ai sauté le pas dans mon engagement politique. C'était où est-ce qu'on était le plus utile. En fait, pour raconter l'histoire, donc pour les élections européennes de 2019, donc je travaillais à l'époque à Oxfam, j'écrivais mes rapports dans la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà, mon métier, c'était de traquer les grandes entreprises qui ne payent pas leur juste part d'impôts et de les épingler et puis d'aller dans les médias en les pointant du doigt, quoi. Et puis d'essayer d'influencer la vie politique et les lois. Et la question que je me suis posée quand ils sont venus me voir, c'est où est-ce que je suis le plus utile ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et ce qui a participé à me décider, c'est que j'ai repensé à toutes les fois où on a cru qu'on avait gagné. J'aurais plein d'anecdotes à vous raconter quand je travaillais à Oxfam, par exemple, une mesure de transparence fiscale pour qu'on sache combien Total et les autres entreprises payent d'impôts et savoir leur montage d'évasion fiscale, aussi basique que ça. On a réussi à le faire adopter. Et puis, vous avez un coup de théâtre au milieu de la nuit, une seconde délibération, on ramène les copains députés, et puis finalement, on le détricote. Et sur un sujet aussi consensuel que l'évasion fiscale, où j'ai le sentiment que si on fait une étude d'opinion, c'est plutôt majoritaire la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale, et ben on continuait à perdre les arbitrages politiques. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, on te donne l'opportunité de t'investir en politique et d'être celle qui va appuyer sur le bouton, en fait. Et d'avoir la certitude que au dernier moment, il n'y aura pas un lobby qui passera par là et qui influencera mon vote. Et donc ça, c'est la première question que je m'étais posée, où est-ce que je suis le plus utile ? Et ma conclusion, c'était qu'en fait, c'était une continuité. Qu'on a évidemment besoin d'un secteur associatif qui est vivace, qui est dynamique et qui lâche pas, y compris si nous, on serait au pouvoir, par ailleurs, qui lâche pas les politiques. Mais en même temps, à la fin, on a besoin d'hommes et de femmes politiques qui viennent avec ces mêmes convictions-là et qui les traduisent politiquement. Et la deuxième question que je m'étais posée, qui était une question plus personnelle et plus difficile, c'était « est-ce que j'ai envie de faire de la politique ?» Et ça, si on pose la question aux gens, je suppose que 95% des gens, si ce n'est 99%, vont dire « non, c'est un monde horrible, c'est un monde de brutes, c'est un monde violent, c'est un monde sexiste. » Et 2 ans et demi après, je vous dis que c'est même pire que ce que j'avais imaginé. Et pourtant, j'ai aucun regret. Pourquoi j'ai aucun regret ? Parce que, en fait, si tous les dégoûtés de la politique s'en vont, à la fin, il ne reste plus que les dégoûtants. Il ne reste plus que ceux qu'on n'aime pas. Et donc, oui, la politique ne me faisait pas rêver. Et encore aujourd'hui, elle ne me fait pas rêver. Mais on n'a pas trouvé d'autres moyens de changer la vie des gens. Si demain, vous voulez augmenter le SMIC à 1 400 € net, il faut une loi. Il faut des gens qui la votent. Et donc, moi, je serais fière de siéger dans une assemblée qui vote ça. Si demain, vous voulez faire en sorte que les Bernard Arnault, les Total, etc. ne fassent plus d'évasion fiscale, il faut qu'enfin on considère l'Irlande, les Pays-Bas et Malte comme des paradis fiscaux. Il faut une loi pour ça. Et je serais fière d'être celle qui appuie sur le bouton de cette loi, voire même qui propose cette loi.